Le harcèlement psychologique, c'est un sujet lourd mais absolument essentiel à comprendre. C'est une dynamique complexe, souvent invisible. Et c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger dans les descriptions cliniques pour vraiment décortiquer les mécanismes pour voir ce qui se cache derrière. Alors la première chose à bien saisir, c'est qu'on ne parle pas d'une simple dispute ou d'un conflit passager. Non, non, on va bien au-delà de ça. Ce qu'on explore ici, c'est un processus calculé, une véritable prise de contrôle psychologique. Et comme on va le voir, son impact, lui, est souvent dévastateur. Ok, alors pour y voir clair, voilà comment on va avancer. D'abord, on va regarder le cœur du harcèlement. Ensuite, on se penchera sur le profil du manipulateur, puis les mécanismes de contrôle qu'il met en place. Après ça, on verra l'impact, les fameuses cicatrices psychiques. Et enfin, le plus important, comment la connaissance peut devenir une véritable protection. Allez, on commence. Et ce point de départ est absolument crucial. Le harcèlement, ce n'est pas un conflit entre deux personnes à égalité. Pas du tout. C'est un schéma de comportement très spécifique qui n'a qu'un seul et unique but, soumettre une autre personne. C'est exactement ça. Le mot-clé est assujettissement. La victime se retrouve, en quelque sorte, à payer les pots cassés psychologiques de l'agresseur. C'est elle qui porte le fardeau de ses conflits internes, de ses propres démons. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Bon, maintenant, la question qui se pose, c'est qui est cet agresseur? À quoi ressemble le profil d'un manipulateur? Eh bien, la psychologie clinique nous donne un portrait robot assez précis, qu'on appelle souvent le pervers narcissique. Attention, on ne parle pas juste de quelqu'un d'égoïste ou d'égocentrique, c'est bien plus profond. Il s'agit d'une véritable structure de personnalité. Le manipulateur survalorise son propre narcissisme, mais toujours aux dépens des autres. C'est comme s'il se nourrissait de leur psychisme pour compenser son propre vide intérieur. C'est une idée centrale pour tout comprendre. Et là, on touche à quelque chose de vraiment frappant, la double facette. D'un côté, l'image publique, la personne est charmante, sympathique, bien intégrée. Et de l'autre, la réalité privée. Manque total d'empathie, exploitation. C'est ce grand écart, ce que les psys appellent le clivage, qui est si déroutant. Une façade parfaite qui cache une réalité bien plus sombre. Et quand on met tous ces traits bout à bout, eh bien le portrait devient très clair. Un besoin constant d'être admiré, un manque d'empathie, l'exploitation des autres, le mensonge. Le point commun à tout ça, le sentiment que tout lui est dû et un refus catégorique de prendre ses responsabilités. La faute, c'est toujours l'autre. Ok, on a le profil. Maintenant, comment ça se passe en pratique? Comment ce manipulateur s'y prend-il pour piéger sa victime? On va voir que le processus est très insidieux, mais qu'il suit des étapes, des tactiques bien rodées. Voilà le cheminement typique. Ça commence par la séduction, pour gagner une confiance totale et créer une relation presque fusionnelle. Puis vient l'isolement, couper la victime de ses proches, de son soutien. Ensuite, la dévalorisation, critique constante, dénigrement. Et enfin, le harcèlement pur et simple, où il alterne le chaud et le froid pour maintenir l'emprise. Ce n'est pas du tout aléatoire, c'est une vraie stratégie. Cette citation l'explique brillamment. En gros, le manipulateur fait des économies de travail psychique. Plutôt que de gérer ses propres angoisses, ses propres conflits, il les projette sur l'autre. Il expulse tout ça à l'extérieur, et c'est la victime qui paye l'addition. Et son arme numéro 1, c'est le langage. C'est vraiment une guerre des mots. Mensonges, sous-entendus, contradictions, double sens. Tout est fait pour semer la confusion, pour que la victime finisse par douter de tout. De ses perceptions, de sa mémoire, et même de sa propre santé mentale. Forcément, une telle agression psychologique, répétée, systématique, ça laisse des traces, des cicatrices profondes et durables. Parlons maintenant de l'impact que tout ça a sur la victime. Et il faut être très clair là-dessus. On parle de conséquences cliniques graves. Le harcèlement peut mener à ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique, ou ESPT. Ce n'est pas juste être stressé, c'est un vrai traumatisme qui s'inscrit dans le corps et l'esprit, au même titre qu'une agression physique. Les symptômes sont là pour le prouver, cauchemar, flashback, où la personne revit la scène, l'évitement de tout ce qui pourrait la rappeler. On a aussi l'hypervigilance, l'insomnie, des réactions de sursaut. Le corps et l'esprit restent en état d'alerte permanent, comme si le danger était toujours là. Sans parler de la dépression, qui peut être très sévère. Au-delà même du diagnostic des SPT, les conséquences sont terribles. Dépression, anxiété, mais surtout une perte totale de confiance en soi et une estime de soi complètement anéantie. D'une certaine manière, l'objectif du manipulateur est atteint. Il a détruit l'autre de l'intérieur. Alors, après ce tableau assez sombre, on arrive à la partie la plus importante. Le but de tout ça, ce n'est pas de devenir psychologue et de poser des diagnostics. Non, le but c'est de reconnaître, parce que la capacité à voir le schéma, à mettre des mots dessus, c'est la toute première étape pour se protéger. Et ça, c'est une clé essentielle. Le manipulateur n'a de pouvoir que tant qu'il n'est pas démasqué. Il se nourrit du flou, du secret, de la confusion.
Dès qu'on met la lumière sur son jeu, dès qu'il se sent percé à jour, il perd son avantage et très souvent, il bat en retraite. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut repérer? Eh bien, il y a des signaux d'alarme. Le fameux cycle séduction-dévalorisation, les tentatives pour isoler, le refus systématique de prendre ses responsabilités, le langage flou ou contradictoire, et surtout ce sentiment constant d'être sur la sellette, d'être en faute, en déséquilibre. Il faut apprendre à faire confiance à ce ressenti. Et on termine avec une question un peu plus large. Pour prendre du recul, comprendre ces mécanismes à l'échelle individuelle, ça nous pousse forcément à nous interroger sur notre société. Comment est-ce qu'on peut cultiver plus d'empathie, plus de résilience psychologique, dans un monde qui, avouons-le, a parfois tendance à valoriser certains traits narcissiques, à les confondre avec de la force ou du leadership?